Le secteur agricole français est en colère, en pleine crise. À l'heure où je te parle, les éleveurs français sont en colère. Il y a une grosse crise sur le plan de l'élevage. Dû à quoi? Dû à un virus qu'on a découvert, que ce virus s'appelle, laisse-moi te le dire, la dermatose bovine. C'est un virus qui est contagieux, qui contamine des bêtes. Et la seule solution que le gouvernement trouve aujourd'hui, c'est d'abattre tous les animaux. Donc tu imagines un éleveur qui a pris de son temps, de l'argent. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'élevage se fait ici par génération. C'est de père en fils, de génération en génération. Donc c'est un patrimoine que le grand-parent a laissé, que le père a pris, que le fils a repris, des fois comme ça sur 4 générations. Donc tu vois, c'est plus que l'argent. C'est des bêtes dont les personnes ont élevé avec amour. C'est des animaux comme ça qui deviennent, ça ne devient plus que les animaux, ça fait une partie de la famille. C'est son outil de travail qu'on voit comme ça, c'est-à-dire quoi, venir détruire des fois le fruit d'un travail sur 30 ans, 40 ans, qu'on vient comme ça détruire. Donc si je fais ce partage, c'est afin de venir nous interpeller, comme j'ai coutume à le faire, nous interpeller sur notre modèle de production, sur la façon d'aller produire nos aliments, ou sur la façon d'aller produire les bêtes. J'aimerais que tu suives cette vidéo attentivement. Je sais que mes vidéos sont très techniques, mais depuis 5 ans, c'est ce que je t'interpelle là-dessus. Sur la crise, sur les difficultés que vivent les éleveurs et les agriculteurs occidentaux. Je t'interpelle sur ta façon d'aller produire, pour toi qui es intéressé par l'agriculture, de bien penser tel que ton modèle, de bien penser avant d'aller produire. Mais la vérité, c'est que les agriculteurs souffrent en silence comme ça depuis plus de 30 ans. La soupape déborde aujourd'hui parce que la crise aujourd'hui est tellement est répandue que sur tous les domaines. Parce qu'il faut comprendre ici que en économie, lorsqu'un secteur est affecté, ça affecte tous les secteurs. Parce que tous les secteurs sont interconnectés aujourd'hui. Donc, si je fais tel que ce partage, c'est afin qu'on puisse réfléchir ensemble sur comment est-ce qu'on devrait aussi aller produire. Parce que je sais que la plupart d'entre nous, nous avons tout le regard porté à l'extérieur. Le reproche qu'on fait de notre agriculture, c'est que notre agriculture est encore archaïque, que notre agriculture ne peut pas décoller parce qu'on travaille encore avec la houe, parce que ce n'est pas mécanisé, parce qu'il n'y a pas assez de technologie, parce que c'est pénible. Est-ce qu'on va uniquement faire l'agriculture aujourd'hui pour les besoins, c'est-à-dire que de pénibilité, parce qu'on veut être sur un tracteur? Voilà la réalité que les Occidentaux, les agriculteurs occidentaux sont en train de vivre. Ils sont sur des grosses superficies, ils sont hyper mécanisés, ils ont de la technologie, c'est-à-dire voilà, à outrance. Mais ils ne s'en sortent pas. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est ce que je vais devoir développer ici, là. Afin que plusieurs d'entre vous, vous sachiez, c'est-à-dire quoi, faire le bon choix. Afin que plusieurs d'entre vous, lorsque vous allez entreprendre, lorsque vous allez investir dans le secteur agricole, que vous n'allez pas uniquement investir par mimétisme, uniquement peut-être pour flatter votre ego, dire j'ai 100 hectares, j'ai 200 hectares, ou je travaille sur un tracteur. Parce que ce que je suis en train de dire ici, plusieurs d'entre vous, j'interpelle ici la diaspora, plusieurs ont fait cette erreur-là, de penser que l'agriculture c'était le nombre de superficies, ou c'était la mécanisation, sont allés entreprendre sans connaissance, sans formation, sans analyser, c'est-à-dire que le système, c'est-à-dire que économique, le modèle économique vers lequel nous sommes.
Donc, c'est ce que moi, je prends le temps ici de parler de ça parce que, vous voyez, c'est des vidéos aussi. Je viens ici, parler, attaquer des sujets comme ça, très complexes. Je devrais te dire la vérité tout de suite. L'algorithme YouTube ne va pas partager ça plusieurs d'entre vous. Et plusieurs d'entre vous, que des titres comme ça aussi, c'est... L'algorithme YouTube ne partage pas. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas les enjeux, de ces sujets-là. Depuis 5 ans, je parle de ça. Mais comme la plupart d'entre nous sommes des Thomas, on veut voir avant de croire. Mais il faut comprendre que le milieu agricole, en général, en Occident, c'est des personnes qui vivent en autarcie. C'est des gens qui n'aiment pas aller exprimer, que tu vois, leur mal-être. C'est quand ça commence à déborder que tu les entends parler. Mais c'est des gens comme ça qui souffrent en silence depuis plus de 30 ans. Vous les voyez que sur les documentaires, sur les tracteurs, vous voyez que des films où on montre des agriculteurs sur le tracteur, vous voyez des champs bien propres. Vous pensez que c'est des personnes qui roulent sur l'or. Non, c'est des personnes qui sont criblées de dettes. C'est des personnes qui sont au bout du gouffre. Beaucoup de familles sont en faillite, beaucoup d'adultes sont en faillite. Beaucoup ont déposé bilan. À l'heure où je te parle, le système est en train de faire disparaître les agriculteurs. Le système est en train de faire disparaître les éleveurs. Au profit de qui? Au profit de quoi? Et pourquoi nous en sommes arrivés là? Pourquoi est-ce qu'on a fait, Nicolas? Adopter un modèle qui aujourd'hui, ce modèle-là, se retourne contre eux. Et qui aujourd'hui, ce modèle-là, on a l'impression, même pas qu'on a l'impression, l'opinion publique, la population pense que le problème, c'est les agriculteurs. Parce que lorsque tu vas acheter un produit, lorsque le produit n'est pas de qualité, ou lorsqu'on vient parler de l'environnement, on vient parler du climat, on vient parler de la biodiversité, on vient parler de la qualité des eaux, on vient parler de la qualité de l'air, de la pollution. Qu'est-ce qu'on vise en premier? On vise les agriculteurs, on vise les éleveurs. Mais est-ce que c'est la faute des éleveurs et des agriculteurs? Est-ce que c'est les éleveurs qui ont mis ce système en place? Est-ce que c'est les éleveurs qui produisent les produits phytosanitaires? Est-ce que c'est les éleveurs qui produisent ces semences? Est-ce que c'est les éleveurs qui produisent la technologie, la mécanisation? Est-ce que c'est les éleveurs qui produisent les normes, la réglementation? Est-ce que c'est les éleveurs qui ont demandé à sorte qu'on soit dans ce système-là? Quand je parle d'éleveurs, je parle d'agriculteurs. Parce qu'on sait aujourd'hui que les deux pôles qui polluent abondamment aujourd'hui, c'est l'agriculture et l'élevage. Suivi aujourd'hui aussi des industries que nous avons. Et suivi d'autres façons de l'habitat, de l'automobile. Chers entrepreneurs visionnaires, prenez ce partage-là comme du pain béni, parce que ce que je vais devoir partager ici, c'est ce que la plupart d'entre vous devez faire avant d'aller entreprendre ou avant d'aller investir. Parce que si vous ne faites pas ce travail-là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous êtes comme ça aller jeter de l'argent et continuer dans la galère et dans la trière. Parce que ce qui arrive à nos confrères éleveurs et agriculteurs en Occident, cela va aussi nous arriver. Et c'est même déjà en train d'arriver à certaines personnes. Donc c'est pour ça qu'on se devrait vraiment de bien observer ce qui se passe en Occident, afin de pouvoir rectifier le tir correctement sur le modèle, sur notre façon de produire. Moi, c'est l'objectif de cette chaîne. Lorsque je viens dire, il faut qu'on aille promouvoir notre secteur agricole, notre secteur agro-pastoral, qu'on aille promouvoir les produits du terroir, qu'on aille promouvoir
Notre savoir-faire faire. Ce n'est pas parce que c'est parce que j'ai bien observé comment le modèle occidental fonctionne. Je connais les difficultés que traversent ces Occidentaux. Depuis la création de ces chaînes, je vous interpelle là-dessus. Bien avant que vous voyez la crise des agriculteurs, bien avant, mais là maintenant, vous êtes en train de voir comment eux-mêmes sont en train de pleurer. Mais la vérité, c'est que qu'est-ce qu'ils ont fait que pour pouvoir, comme à subir tel que ce sort? C'est des personnes qui sont là, à nous, à produire, afin de venir nourrir la population. C'est des personnes qui sont là à faire un travail noble, qui ne demandent qu'une chose, vivre tel que de leur métier. La vérité, c'est que les agriculteurs, les éleveurs et les acteurs n'arrivent pas à vivre de leur métier. Occidentaux, ils n'arrivent pas à vivre de leur métier. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Ça peut te sembler tel que bizarre, n'est-ce pas? Alors que toi, lorsque tu regardes, tu vois des champs à perte de vue, des personnes qui sont sur 100, 200, 300 hectares, des personnes qui sont sur les tracteurs. Mais tu peux te poser la question, comment ils n'arrivent pas à s'en sortir? Alors qu'ils travaillent sur les tracteurs, ils produisent abondamment. C'est ce que je vais devoir t'expliquer encore ici. Sois patient. Mets tout seulement ton pouce parce que c'est que cette vidéo, l'algorithme YouTube ne va pas pousser cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Et pour te dire, mes vidéos n'ont plus de portée. Pourquoi? Parce que je touche des propos sensibles. Mais j'ai fait ce choix-là aussi pour venir interpeller plusieurs d'entre vous. Ce n'est pas pour rien que cette chaîne porte le nom de Agripreneur Visionnaire. Pour venir vous interpeller qu'on se doit d'être très wise avant d'aller produire. Donc, avant même d'aller produire ou avant d'aller investir ou avant d'aller entreprendre, on se doit de regarder comment l'économie mondiale fonctionne. Regardez l'état ou la situation économique de nos différents pays, des différents continents. L'Amérique est aujourd'hui en faillite. L'Amérique est hyper endettée, plus de 35 000 milliards de dollars. La France est hyper endettée, la France est au bout du gouffre. L'Allemagne est au bout du gouffre. Le Japon est en faillite. L'Angleterre est en faillite. Voilà les marqueurs qu'il faut voir. Pourtant, tu sais, ici en Europe, au 19e siècle, c'est l'Europe qui dominait. Un pays comme l'Angleterre, c'est l'Angleterre qui était la première puissance sur le plan industriel, sur le plan technologique. C'est l'Europe qui a pratiquement colonisé plusieurs pays. Qu'est-ce qui se fait que l'Europe soit aujourd'hui en déclin? Tu dois commencer à comprendre. Dans tous nos pays aujourd'hui, voilà, c'est l'injustice sociale. C'est l'injustice sur le plan de la répartition des richesses. On est tous ici à se plaindre que ce n'est pas normal que dans un pays, qu'il y ait une minorité de personnes qui soient riches et une grosse majorité de pauvres. Déséquilibre sur la répartition des richesses. Et ça, laisse-moi te faire comprendre que ça n'a rien à voir avec le système politique. Que ce soit la gauche, que ce soit la droite, que ce soit le centre, que ce soit l'extrême gauche, que ce soit l'extrême droite. Personne ne fait mieux. Ils sont tous là, à suivre un même canevas, le canevas du capitalisme libéral. Aucun parti politique ne pourra faire le contraire. C'est pour ça que nous en sommes là. Jusqu'à maintenant, peut-être tu n'es pas en train de comprendre. Mais lorsque je fais exprès de dérouler le tableau, pour que tu comprennes. Quand tu commences à sentir la pauvreté peser aussi, que c'est crise sociale. Ah oui. Voilà les agriculteurs qui sont entrés en jeu. Les agriculteurs qui sont de nature très réservés, très posés, qui n'expriment pas que des fois les émotions, aujourd'hui sont au bout du gouffre. Plus de 30 ans après, on se dit que non, il y en a marre. Ils ne s'en sortent pas.
Pourquoi? Injustice est que sur le plan du travail, leur outil de travail n'est pas respecté. Le libéralisme qu'on est venu créer, et normalement, c'est-à-dire que le dumping, les agriculteurs n'arrivent pas à fixer le prix de leur production. Les agriculteurs ne sont pas payés au juste prix. Ils sont obligés de compter sur la subvention que l'Union européenne donne, que le pays donne. Ils disent qu'ils ne veulent plus cette subvention-là. Ils veulent vivre que de leur travail. Ils veulent eux-mêmes fixer le prix. Pourquoi les prix ne sont pas fixés par eux? Et qui c'est qui fixe les prix aujourd'hui? C'est les grands groupes agroalimentaires de la transformation et ceux de la distribution. Et ces mêmes grands groupes aujourd'hui, qui font quoi? Qui ont les centrales d'achat? Ce sont eux qui viennent compétir contre les producteurs. Comme nous sommes dans un monde de libre-échange, lorsque le producteur européen ou occidental produit avec un coût de production élevé, je vous parle tout ici du coût de production. Coût de production dû à la mécanisation, coût de production dû au pétrole, à l'engrais, aux pesticides, aux nématicides, aux fongicides, aux raticides, à l'eau, à l'électricité, au gaz et à la main-d'œuvre, sans compter, les normes environnementales, normes écologiques, la qualité des eaux, la qualité de l'air, le respect, du bien-être de l'animal, le respect, de la biodiversité. Toutes ces normes-là, que ça coûte les yeux de la tête. Et un éleveur, ou un agriculteur, peut perdre, comme ça, son exploitation pour le non-respect, des normes. Hein. Mais en même temps aussi, ces normes-là ne sont pas appliquées par d'autres concurrents. Par exemple, les producteurs venant de l'Amérique du Sud. Le Brésil, par exemple. Le Brésil ne va pas respecter ces normes qui sont demandées aux producteurs européens. Voilà comment qu'on fait jouer la concurrence déloyale. Mais au nom du libre-échange, les grands groupes agro-industriels, la transformation, les distributeurs, eux, ils vont faire quoi? Puisque nous sommes dans un monde capitaliste libéral, ils vont faire jouer la concurrence, ils iront acheter là où c'est produit moins cher. Au Brésil, en Asie, là où ça coûte moins cher, là où la main-d'œuvre coûte moins cher, là où on fait travailler les personnes au taux horaire vraiment minable. Alors que c'était que la réglementation demande de payer les salariés à un taux horaire normal. La même concurrence se joue aussi en Europe. Parce que l'Espagne aussi va faire jouer quoi? La concurrence déloyale sur le coût de la main-d'œuvre. Les producteurs et les maraîchers espagnols vont aller embaucher, c'est-à-dire que tu vois, les immigrés, leur payer, c'est-à-dire voilà, le SMIC, le taux horaire, même par exemple à 3 euros, pour aller récolter les tomates, ou produire les tomates, produire les raisins, produire le maraîchage. Et ils viendront donc faire de la concurrence déloyale aux autres producteurs européens qui suivent les normes. Voilà comment tu as dit ça. Voilà comment le système, le secteur agricole se grippe. Mais derrière ça, on parle des personnes qui ont pris des emprunts de plus d'1 million d'euros, dépendamment des exploitations, de plus de 2 millions, de plus de 3 millions d'euros. Comment la personne fait pour rembourser son crédit? Voilà comment des personnes souffrent en silence. Aujourd'hui, qui sont dans des situations où même les enfants refusent de prendre la concession. Parce que ces agriculteurs sont hyper endettés. Je parle ici de ceux qui sont dans le domaine des céréales, le domaine de l'élevage. Ceux qui s'en sortent un peu, c'est ceux qui sont dans le maraîchage. Ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont changé de modèle, qui vont dans la production, telle que tu vois, sur les petites surfaces, la permaculture, l'association de culture. Mais qu'est-ce qui a entraîné ces éleveurs, les agriculteurs là-dedans?
Mais je continue encore à scanner, tu vois, la situation économique de ton pays. Et ça, nous sommes en plein dedans. Ce qui peut encore entraîner, j'ai dit, la révolte, tu vois, c'est la crise sociale, on soulève, coût de la vie chère. Tu as vu que, en dehors des agriculteurs, c'est les consommateurs qui se plaignent. C'est la population qui se plaint de la vie chère. Le coût du loyer a augmenté. Le coût de l'alimentation a été multiplié par 40. Le coût de l'électricité, le coût du pétrole, le coût du gaz, les factures, quoi, de transport, toutes les commodités qui ont été multipliées, quoi, sauf les salaires qui n'ont pas augmenté. Donc, comprends à chaque fois que quand le coût du pétrole monte, c'est l'agriculteur qui est en danger. L'agriculteur ne peut pas monter sur son tracteur. Quand le coût du gaz monte, c'est l'agriculteur qui est en danger. Et ça a des répercussions sur ton alimentation. Alors, jusqu'au moment où ce qui a été produit localement, lorsque tu vas sur l'étalage, tu vois que c'est marqué 3 euros. Et un autre, le même produit, venu te dire qu'hors Union européenne, c'est marqué 1,50 €. Tu vas aller où? Vu que tu achètes par rapport à tes moyens, tu vas aller prendre 1,50 €. Voilà comment tu vas tuer la production locale. La même chose, ça vaut pour nous en Afrique. Quand on parle du Made in Africa, tu vas voir un produit, c'est là marqué 1000 francs, produit localement. Le produit importé, c'est marqué 500 francs. Tu penses que le consommateur ira où? Le consommateur ira prendre sur les 500 francs au détriment de la production locale. C'est là où nous en sommes. C'est là où nous en sommes. Qu'aujourd'hui, que les agriculteurs ne s'en sortent pas. Et un autre phénomène aussi, qui est le marqueur de la pauvreté, c'est les crises géopolitiques. Tu vois, en ce moment, nous sommes en pleine crise géopolitique. Crise Ukraine, Russie, ce qui a entraîné les problèmes tels que sur le coût de l'énergie, les problèmes tels que sur le manque des matières premières, le pétrole, le gaz, les engrais. Ça impacte l'économie, ça impacte l'agriculture. Parce que les tensions géopolitiques sont là pourquoi? Pour pouvoir toujours, ces pays-là sont à la recherche de l'hégémonie. On sait que l'Amérique aujourd'hui, c'est l'Amérique qui occupe la première place économique. Est-ce que c'est encore réel? Ou même la première place militaire aussi. Est-ce que c'est encore réel? Mais les pays qui sont autour veulent aussi s'imposer. Donc, il y a cette tension-là que sur le plan géopolitique, sur le contrôle de la technologie. La personne, le pays qui va contrôler la technologie, va contrôler la puissance mondiale. C'est pour ça que tu vois la Chine et les États-Unis sont en tension. Guerre commerciale, guerre aujourd'hui, c'est l'IA. C'est l'intelligence artificielle. Celui qui aura le monopole dessus va contrôler le monde, c'est ce qu'ils ont compris. Et dans cette tension de guerre technologique, la ressource qu'il faut avoir, c'est l'énergie. C'est le pétrole, c'est le gaz, c'est l'électricité. C'est les matières premières, les terres rares. Donc, à chaque fois où il y a des tensions géopolitiques, il y a toujours ces crises-là, telles que sur le plan énergétique. Et quand il y a les crises énergétiques, quels sont ceux qui souffrent? C'est les agriculteurs. Sans énergie, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux produire? C'est là où je vous interpelle à chaque fois. Que nous, présentement, est-ce qu'on peut aller se calquer sur ce modèle-là? Quand il n'y a pas l'énergie, quand il n'y a pas le pétrole, quand il n'y a pas le gaz, quand il n'y a pas l'électricité, quand il n'y a pas les engrais, quand tu n'es pas au contrôle de l'eau, même avec toute la technologie du monde, qu'est-ce que tu peux faire? Et comprendre ici que la technologie aussi, ça a un coût. Comment tu fais pour déduire ça de ton prix final?
Voilà. Donc, voilà comment on a embarqué avec les agriculteurs dans un système aujourd'hui sur lequel ils ne s'en sortent pas. Donc, tu vois que ceux qui s'en sortent aujourd'hui, c'est ceux qui détiennent dans les systèmes. Le système tel qu'énergétique, le pétrole, les gaz, l'électricité, les banques, les compagnies sémencières, ceux qui produisent tel qu'aujourd'hui, euh, même les races de bêtes, ce sont eux qui détiennent le système aujourd'hui. Et aujourd'hui, transforment donc les agriculteurs à des ouvriers. Et ceux qui détiennent encore le système, c'est les grands groupes agroalimentaires tels que de la transformation et les distributeurs. Et ici en Occident, ils transforment les agriculteurs et les éleveurs en salariés. Je ne sais pas si tu me suis jusqu'à maintenant là. En salariés, parce qu'eux, ils n'ont pas le contrôle. Autre aberration aussi, je t'explique que comme nous sommes dans un système capitaliste libéral, mais aujourd'hui, c'est la finance qui détient le système. C'est les marchés qui contrôlent tout aujourd'hui. Que nos États, les États ne sont au contrôle de rien. La France, devait avoir sa souveraineté alimentaire. La France, c'est un bassin agricole. C'est le premier bassin agricole européen. La France. Donc, ce n'est pas, la France, ce n'est pas un petit pays en termes d'agriculture. Donc, quand tu entends les agriculteurs et les éleveurs se plaindre, il faut comprendre que c'est l'Europe qui ne respire pas. C'est l'Occident même qui souffre. La France est le premier bassin agricole. Mais est-ce que c'est l'État qui a le contrôle aujourd'hui sur la souveraineté alimentaire? Non, l'État n'a pas le contrôle, malheureusement. Pour ce que je viens de t'expliquer, c'est que c'est les grands groupes agro-industriels privés, des capitaux privés qui contrôlent l'alimentation aujourd'hui. Ce qui est terrible. Ce n'est pas l'État. C'est les grands groupes agro-industriels de la production telle que des semences. Je t'ai cité ça. C'est les Monsanto, c'est Bayer, c'est Syngenta, c'est Limagrin. Ce sont eux qui ont le monopole des semences. Ce n'est pas les États. Et ces compagnies que j'ai citées, ces industries-là sont plus puissantes que les États. Le chiffre d'affaires qu'ils font, c'est-à-dire que c'est plus que des fois le budget des États. Alors quand nous sommes aujourd'hui dans un pays ou sur un continent, quand tu regardes donc la situation économique des pays, on a aujourd'hui des pays faibles économiquement, pauvres, en faillite, qui derrière, c'est des industries qui sont plus puissantes que les États, plus riches que les États. Comment veux-tu que nos dirigeants politiques puissent parler fort? Donc aujourd'hui, c'est le capitaux privé qui dirige en fait. C'est les riches industriels qui dirigent au détriment, c'est-à-dire voilà, c'est pour ça qu'on a la pauvreté en fait. Autre phénomène marquant aussi qu'il faut tenir en compte, qui entraîne la pauvreté, qui vient tout détruire, c'est la nature. Plusieurs d'entre vous ne tenez pas ça en compte, mais la nature. Par quoi? Par les phénomènes de changement climatique que nous voyons aujourd'hui. La sécheresse. La sécheresse a rude. C'est en train de sévir ici en Europe. Ça a sévi même en Afrique. C'est les inondations. Vous voyez ces inondations-là, ici en Europe. Les villes sont, inondées. Pourquoi? C'est dû à notre mode de production. Dû à notre façon, à nos habitats. Tout est bétonné. On a déforesté partout pour pouvoir créer, pour pouvoir construire. On a déforesté partout pour faire des champs. Quand tu as fait des champs de 5 000 hectares, c'est la forêt que quand tu enlèves la forêt, est-ce que tu connais le rôle des arbres? La nature, tel que Dieu n'a pas été fou de mettre des arbres. Les arbres, tels que sont là, pour déjà capter, appeler la pluie, créer un microclimat. Les arbres ont cet avantage que
Lorsqu'il pleut, les racines des arbres vont à plus de 100 mètres de profondeur. Ça permet, tu vas d'enrichir la nappe phréatique. Alors qu'aujourd'hui, quand il pleut, tu n'as qu'à voir que dans nos capitales, dans les villes, lorsqu'il pleut, pour 1 heure, tu as l'impression qu'il a plu pour 1 semaine. La quantité d'eau. Et l'eau stagne. L'eau ne coule pas, ne se coule pas. Alors que lorsque c'est la forêt, l'eau s'infiltre. Les racines des arbres ramènent de l'eau en profondeur. Les feuilles qui tombent là, les arbres que rejettent les feuilles, ça rejette le carbone. Le carbone, c'est-à-dire qu'amorti, c'est-à-dire que tu vois, joue le rôle d'éponge, ça absorbe l'eau. C'est pour ça que tu verras en forêt, il n'y a jamais inondation en forêt. Est-ce que tu te l'as baladé un peu en forêt? En forêt, il n'y a jamais inondation. Il peut pleuvoir pendant 1 mois, non-stop, et il n'y a pas d'inondation. A contrario, on regarde les plantations ici. Dès qu'il pleut pour 40 minutes, 1 heure, tout est inondé. Et voilà comment ça détruit les champs, ça détruit les cultures. La sécheresse vient détruire les cultures. Les vents violents. On a des vents violents ici de plus de 200 km/h qui viennent tout casser. On a dit que le gel, ici en Occident, ils ont des problèmes de gel. En hiver, les cultures qui gèlent. La sécheresse aussi vient nous attaquer en Afrique. Les inondations, ça vient attaquer en Afrique. Et tout on a des phénomènes de tremblement de terre. Dans certains pays, il y a des tremblements de terre. Et tous ces phénomènes-là sont dus aux pratiques que nous faisons. Et c'est ça qui vient encore détruire, qui peut venir accentuer encore la pauvreté. Et ces phénomènes-là, font quoi? Que ça réduit le rendement. Et ce sont des phénomènes comme ça aussi qui créent des maladies auprès des animaux pour ceux qui élèvent. Oui, c'est nos pratiques. Donc c'est pour ça qu'on se doit de bien penser. Comprendre que la technologie, c'est la technologie. L'être humain a toujours voulu dompter son milieu. Oui. Ici en Occident, ils vivent dans les milieux hostiles. Ils ne sont pas comme chez nous en Afrique où, tu vois, c'est chaud et humide. Le temps, il fait bon pour nous pour produire un aliment. Tu n'as même pas besoin de creuser la terre. Tu jettes une graine, ça pousse tout seul. Tu jettes une tige de manioc, ça pousse tout seul. Tu jettes une bouture de patates, de macabo, de pommes de terre, ça pousse tout seul. Or qu'ici, je viens de te dire, ils sont dans des climats, c'est-à-dire que tempérés, où il fait froid, où ça gèle, où la vie microbienne, c'est-à-dire qu'elle est très lente. Il faut gratter le sol pour pouvoir produire. Chez nous en Afrique, tu n'as pas besoin de gratter le sol. Donc c'est pour ça que ici, ils ont poussé avec la science, ils ont poussé la technologie afin de pouvoir dompter le milieu. Mais est-ce que technologie, ça rime avec rentabilité? Est-ce que parce qu'on est dans la technologie à outrance que c'est rentable? C'est là qu'il faut faire la part des choses. Est-ce qu'on va produire uniquement parce que, avec la technologie, avec la mécanisation, parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas souffrir? Mais je vous ai dit ici que si vous voulez devenir riche, il va falloir penser, accepter de souffrir. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être sadomaso, mais il faut intégrer la souffrance. Il faut intégrer que vous allez aussi perdre de l'argent. Oui, parce que pourquoi tu as dit que les agriculteurs sont dans ce système? Pourquoi ce système est en train de se gripper? J'ai dit en amont que tout système, chaque chose a un cycle. On les a mis dans ce système-là dans les années 1950, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai dit ici que c'est le plus fort qui écrit l'histoire. Quand tu es faible, tu ne vas pas commencer à vouloir réclamer. C'est le plus fort qui écrit et qui dicte l'histoire. Et dans le domaine géopolitique, la personne qui a gagné, c'est lui qui écrit l'histoire. C'est lui qui dicte les règles, la conduite à tenir. Ici en Occident, ils avaient une agriculture agro-silvopastorale. Tout comme on fait en Afrique. Les Mayas, tels que l'on fait, les Mayas, les Aztèques. Agro-silvopastorale. Sur le même espace, ils produisaient les arbres, les cultures, ils faisaient l'élevage.
ils amendaient avec les déjections des animaux. Et ils utilisaient avec la traction d'aic animal pour pouvoir travailler. On peut même remonter du temps de l'esclavage. Quand on parle d'énergie, beaucoup omettent l'énergie humaine. Il y a l'énergie aussi humaine. Ce n'est pas pour rien qu'on est venu prendre nos ancêtres pour venir travailler dans les champs de coton, les champs de canne à sucre. L'énergie humaine. Oui, l'agriculture s'est développée grâce à l'énergie humaine ici en Occident. Ils sont passés après l'énergie de la traction d'aic animal. C'est lorsqu'on découvre à la révolution maintenant industrielle, découverte du pétrole, découverte de l'électricité, découverte du moteur à vapeur. Tout ça ici, c'est l'Europe. Hein? C'est l'Europe. Et c'est dans ces années 1920, dans ces années 1900, que l'Europe a connu, c'est-à-dire vraiment un boom. L'Europe a imposé sa puissance. Tu te souviens, c'est-à-dire que de la guerre de l'opium, c'est dans les années 1900 et dans les années, c'est dans les années 1900 que l'Angleterre et la France sont allés, c'est-à-dire que coloniser, attaquer la Chine, la guerre de l'opium, parce qu'ils avaient cette puissance industrielle. Ils pouvaient déjà naviguer, ils avaient les canons. Ils ont détruit la Chine parce qu'eux, ils avaient les canons. L'industrie fonctionne très bien ici en Europe. Voilà comment on est venu apporter donc la mécanisation aux agriculteurs. Et cette mécanisation, qui c'est qui donne ça? Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, lorsque l'Europe est massacrée, détruite, on fait un plan Marshall. Les États-Unis, qui étaient alliés aux pays européens, du moins ceux qui combattaient l'Allemagne nazie. Quand la guerre finit, c'est l'Amérique maintenant qui est debout, qui dicte les lois, qui dit si vous voulez maintenant produire abondamment, voilà, c'est-à-dire que la mécanisation. Voilà comment l'Europe fait donc un plan Marshall. On fait les démembrements. Démembrement ici, c'est aller détruire tous les arbres. On planifie les sols. On cartographie les sols. On fait l'analyse des sols. Et on pousse les agriculteurs à aller produire maintenant de façon industrielle. Avec pour l'aide motif qu'il faut nourrir la population. Donc l'Europe crée donc la PAC, qui est la politique agricole commune. L'Europe s'engage à acheter d'avance la production des agriculteurs. Donc lorsque tu allais produire le lait ou le beurre, ou tu allais produire, l'Europe s'engageait à acheter ta production. Ce qui a galvanisé les agriculteurs. L'industrie de la chimie a commencé à fonctionner à outrance. Parce qu'il faut comprendre que dans ces années 1900, les agriculteurs n'avaient pas le recul sur les molécules utilisées. Les agriculteurs européens étaient comme nos agriculteurs là présentement en Afrique, nos grands-parents en Afrique, ou nos parents en Afrique, qui n'ont pas fait les études de chimie, de physique, qui n'ont pas fait... Est-ce que tu peux demander, même présentement, tu peux demander à un agriculteur ou à un éleveur de déchiffrer les molécules qui sont sur les produits qu'ils utilisent, que ce soit en agriculture comme en élevage. Donc, beaucoup ne connaissent même pas la dangerosité. Donc, ils ont commencé à pomper ces produits sans prendre même les précautions, minimales de protection, de masque, beaucoup pompés comme ça, sans prendre de masque. 5 ans, 10 ans après, on a commencé à découvrir des dégâts énormes sur le plan de la santé. Ils ont perdu comme ça énormément d'agriculteurs, dû à des cancers divers et variés. Mais qui c'est qui venait les conseiller ces produits-là? Ceux qui venaient les conseiller les produits, c'était les conseillers, ils appelaient ça les conseillers agricoles. Ceux que tu vas appeler les ingénieurs. Parce que l'agriculteur ou l'éleveur se fiait à son ingénieur, à son conseiller agricole,
Parce que ce conseiller agricole est comme son médecin, comme le médecin de famille. Le conseiller va venir dire non, utilisez plutôt cette semence-ci. Ah, cette semence a un très grand rendement. Ah, utilisez plutôt ce médicament, ce produit. Voilà comment on les a amenés à laisser leurs semences paysannes. Parce qu'il faut, quand on parle des semences, tu as ce qu'on appelle les semences paysannes, dont les semences qui sont reconductibles. Tu as des semences hybrides, des semences sur lesquelles on a fait des croisements. Tu vois, on peut prendre la même variété paysanne, on fait le croisement avec une variété qui produit plus. Ça te donne une variété hybride à un grand rendement. Tu as aussi des variétés maintenant quand tu dis OGM, donc organismes génétiquement modifiés. Donc ça veut dire que là-dessus, on peut prendre des cellules animales ou même des cellules humaines qu'on vient mettre dedans pour modifier, juste pour modifier les caractéristiques. On va te dire que non, cette graine-là, cette fois-ci, elle sera résistante, par exemple, à la sécheresse, aux inondations, aux maladies. Mais sauf qu'on ne te dit pas les dangers que si tu vas consommer, si l'humain consomme. Ces cellules animales ou humaines qu'on a mis dans la semence, si ça va muter, parce que dans ton microbiote, il faut comprendre que dans ton ventre, tu as aussi plusieurs bactéries. Si ça va muter là-dedans et ça devient plutôt autre chose, on ne nous parle pas de ça. Ce qu'on te vend seulement la rentabilité, le grand rendement. Mais ce que les producteurs ont constaté, c'est que lorsqu'on leur donnait donc ces semences-là à aller produire, par exemple les semences de blé, eux, le blé sauvage pouvait aller jusqu'à 1,70 m. Mais qu'est-ce que les scientifiques ont fait? Les scientifiques ont produit des semences, tu vois, à 1,70 m, lorsque tu venais mettre l'engrais, c'est-à-dire qu'on apportait plutôt quoi? L'azote apportait le sucre. L'azote, c'est le sucre. Et quand ça apporte le sucre, les moucherons, tels que les pucerons viennent se placer, viennent sucer ce sucre-là. Et ça fait quoi? Ça fait que le blé se casse. Lorsque les agriculteurs sont pleins, les scientifiques ont dit quoi? Ben, on va trouver la solution. On va créer, non seulement on va créer un insecticide. Ils ont créé l'insecticide. Voilà comment on va ajouter le coût de pollution. Lorsque le blé se casse, ils disent non, on va trouver la solution. On va raccourcir la taille du blé. Voilà, aujourd'hui, vous avez dans les plantations de blé, les champs de blé, les blés qui ne font même pas 50 cm. Les blés sauvages vont à 1,70 m. Lorsqu'ils mettaient les engrais, trop d'engrais, il y avait de l'herbe qui sortait. Ils ont dit non, c'est pas un problème. Ils ont créé l'herbicide. Voilà comment les agriculteurs se sont retrouvés à manipuler de la chimie, à être plutôt des chimistes au lieu d'être tel que tu vois, des agriculteurs. Agriculteurs ici, ceux qui travaillent avec la terre. On leur a apporté la mécanisation. Un agriculteur occidental aujourd'hui n'est que sur son tracteur. Il n'est plus en contact comme avant, comme ses parents, comme ses grands-parents, avec la terre. Aujourd'hui, la science fait comprendre comme quoi l'agriculture, tu vois, la terre, c'est un vulgaire support. Alors que la terre, c'est l'outil du travail de l'agriculteur. Sans la terre, l'agriculteur ne peut pas produire une culture de qualité. Dans la terre, tu as une poignée de terre à plus de 8 milliards d'êtres vivants. Si nous sommes 8 milliards, c'est-à-dire que sur Terre d'êtres humains, il y a plus de 8 milliards d'êtres vivants. Donc, lorsque tu viens donc verser que tous ces produits, tu détruis ta terre. Tu tues que les micro-organismes et les macro-organismes. Tu détruis la biodiversité. Lorsque tu viens pomper l'herbicide, tu viens détruire les abeilles. Les abeilles qui permettent que la pollinisation. Sans les abeilles, tes cultures ne peuvent pas produire. Tu n'auras pas les fruits. Tu ne pourras pas polliniser. Sans certains insectes pollinisateurs, tu ne pourras pas avoir un bon rendement. Ce n'est pas l'engrais qui donne le rendement. C'est les abeilles pollinisateurs, c'est les insectes qui pollinisent. Ce n'est pas ton tracteur qui laboure. C'est plutôt que les microphones, les vers de terre, les scrambles, les scarabées, les mille-pattes, les fourmis, tous ces micro-bêtes-là, et certains que tu ne vois même pas à l'œil nu. Ce sont eux qui font le travail. Tu n'as pas besoin d'engrais chimiques.
Les plantes sont déjà là, savent faire les choses. Les plantes savent séquestrer l'azote. Donc, tu vois que les agriculteurs passent le temps comme ça à faire travailler des systèmes, deviennent plutôt des ouvriers pour ces systèmes-là, système de la chimie, système du pétrole, système tel comme de la mécanisation, système des semences, système tel que des banques. Parce que la vérité aujourd'hui, c'est que les terres agricoles, si tu es un jeune aujourd'hui, tu ne peux même pas accéder à la terre aujourd'hui. Tellement, tu as dit, ils ont mis tel que là-bas, ils ont mis la pression tel qu'auprès des agriculteurs. Beaucoup, t'as dit, que font faillite. Beaucoup font défaut. Beaucoup sont incapables de pouvoir tel que rembourser tel que les créances. Parce que tel que on les pousse à prendre toujours beaucoup plus de superficie. N'oublie pas, j'ai dit, dans les années 1950, l'Union européenne garantissait tel que la production. Mais l'Union européenne a compris que cette politique-là, au bout de 10 ans, cette politique ne l'avantageait pas. L'Union européenne avait des invendus qui se stockaient. Ils ont changé la politique. Ils ont dit maintenant qu'ils subventionnaient par rapport au nombre de superficie. Voilà comment, au nom, c'est-à-dire que si tu voulais bénéficier des subventions, il fallait que tu aies prendre une grosse superficie. Voilà comment les populations se sont retrouvées en train d'aller prendre des grosses superficies. Et qui dit prendre grosse superficie, dit se mécaniser. Et qui dit se mécaniser, dit tu augmentes ton coût de production. Comment tu peux donc t'en sortir sur... Derrière, ce n'est pas toi qui contrôle le prix. Voilà, tu as dit que les réalités des agriculteurs. Et derrière ça, tu vois, année après année, c'est à chaque fois, on augmente les normes. Je te dis que quand la nature frappe, parce que la nature aussi, elle frappe. Quand il y a trop de sécheresse, on demande aux agriculteurs, non, il ne faut pas trop utiliser l'eau parce que c'est les agriculteurs et les éleveurs qui utilisent beaucoup d'eau. Il faut dire, quand il y a la sécheresse, c'est les agriculteurs et les éleveurs qui utilisent beaucoup d'eau. Dans certaines villes, il y a restriction d'eau. Tu ne peux même pas utiliser ta piscine. Tu ne peux même pas laver les voitures. C'est interdit. Quand on a trop d'inondations, on crée les normes. Quand on va faire des analyses dans les cours d'eau, on découvre que des métaux lourds. Parce que lorsque tu utilises dans ton tracteur, lorsque tu es venu, on a déforesté. Le soleil, quand le soleil tape sur la terre nue, ça crée la compaction. Ton sol devient compact. Vu que le soleil tape sur le sol nu, ça tue tous les micro-organismes, les micro et les macro-organismes, les vers de terre, les scombres. Tes laboureurs, en fait, ceux qui pouvaient labourer ton sol. Parce qu'un bon sol, c'est un sol qui est meuble. C'est un sol drainant. C'est un sol que tu vois, c'est comme le couscous. Un sol qui est souple comme le couscous. Un sol aéré. Mais les terres agricoles aujourd'hui occidentaux ou occidentales, c'est des sols qui sont compacts comme le béton, durs comme le béton. Donc ça demande que les tracteurs viennent décompacter. Et quand ça vient décompacter, la fourche, ça va à plus de 50 cm. Une fourche qui va à plus de 50 cm, ça vient détruire ton sol. Parce qu'un sol, c'est que tu dois savoir, la partie qui nourrit ta plante, c'est 10 cm. 10 cm. Alors quand tu viens mettre ta fourche pour labourer ton sol, la fourche qui a des fois 50 cm, 60 cm, ça casse donc ces agrégats. Lorsque ça casse les agrégats, ça fait quoi? Ça fait que ton sol n'est plus tel que tu détruis ton sol. Et il suffit qu'il pleuve. Qu'est-ce qui se passe? La pluie vient créer l'érosion. Voilà comment tu perds l'humus. Voilà comment tu perds ton humus. Et l'humus, c'est-à-dire que c'est le diamant, c'est l'or pour l'agriculteur. Sans humus, tu ne peux pas produire. Et sans humus, tu deviens donc dépendant des produits chimiques. Donc tes plantes deviennent comme ça assistées. Donc c'est une assistance respiratoire, comme celui qui est sous assistance respiratoire, tu es obligé de mettre l'engrais chimique. Et qui dit mettre l'engrais chimique, ça dit augmenter ton coût de production. Voilà comment ces produits chimiques-là se retrouvent dans la nappe phréatique, se retrouvent dans les cours d'eau, et l'État, le législateur est obligé de créer les normes. Voilà comment on va créer maintenant les normes environnementales, normes écologiques, et à chaque fois qu'on crée ces normes-là, on demande aussi maintenant de la réduction de ces produits chimiques.
En 2030, l'Union européenne demande de réduire de 50% tous les produits chimiques et pesticides. Parce qu'il faut comprendre que les cours d'eau sont chargés en métaux lourds aujourd'hui. Les cours d'eau sont chargés d'algues. Les cours d'eau sont chargés d'azote. Que l'air que nous respirons aujourd'hui, c'est tellement chargé d'azote. Dans un pays comme la Nouvelle-Zélande, en Hollande, ils sont en train d'interdire l'élevage. Les agriculteurs, les éleveurs sont en train de disparaître. Parce que l'Hollande a dépassé son seuil d'azote. Ils sont en train, ce que je te dis, ce n'est pas de la fiction. Les éleveurs hollandais sont en train de disparaître. Parce que tu as un éleveur qui avait dans son cheptel 100 bêtes, 200 bêtes, 300 bêtes, 500 bêtes. Les dégestions de ces vaches-là, ça fait quoi? Ça crée avec l'ammoniac. Cet ammoniac qui va détruire la couche d'ozone. Et sur le plan tel que l'impact environnemental, l'Hollande a dépassé le seuil. L'Hollande a dépassé le seuil. Et aujourd'hui, tel que ceux qui sont visés, on pointe du doigt les agriculteurs, on pointe le doigt des éleveurs. Est-ce que c'est la faute des éleveurs? Lorsqu'on vient maintenant enlever l'outil de travail d'un éleveur, il n'a que connu ça toute sa vie. C'est l'héritage que ses grands-parents ont laissé. Au-delà de l'argent, tu vois que c'est... Il y a une part, émotionnelle qui est là. Que si tu lui enlèves ça là maintenant, qu'est-ce que la personne devient? Tu lui enlèves ce patrimoine-là, c'est pour que la personne devienne quoi? Oui, on dit de dédommager, on va dédommager, mais qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui avec un argent? L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est de la poubelle. On vient lui enlever la valeur pour dire qu'on va venir lui donner l'argent. Qu'est-ce que l'argent a aujourd'hui comme valeur? Nous en sommes arrivés là. La monnaie n'a aucune valeur aujourd'hui. Pourquoi? Pour le même phénomène que celui qui est puissant, c'est lui qui écrit l'histoire. En 1971, le président Nixon, de façon unilatérale, a dit que le dollar ne devait plus être arrimé à l'or. La monnaie fiduciaire était arrimée à l'or. La quantité d'argent que tu avais devait être équivalent à la quantité d'or que tu as en réserve. Il a dit du jour au lendemain que le dollar ne serait plus arrimé à l'or, ou ils vont imprimer, c'est-à-dire que le dollar, comme ils veulent. Tu comprends donc que l'argent aujourd'hui, c'est un vulgaire papier. Tu comprends d'où l'arnaque. Donc eux, ils sont là, les Américains ont continué à imprimer la planche à billets. Eux, ils prennent le pétrole des grands pays producteurs de pétrole. Par exemple, quoi? L'Arabie Saoudite. Eux, ils impriment le papier. Hein. Ils impriment le papier. Ou puis ils le donnent. Et l'Arabie Saoudite donne la valeur pure. Ils peuvent venir chez nous en Afrique. Ils prennent le bois. Ils prennent que de l'or. Ils prennent toutes nos richesses premières. Ils font ça. Ils impriment le papier. Ils nous donnent. Eux, ils prennent la valeur. Si l'économie est en train de vaciller aujourd'hui, c'est parce que les autres aussi ont compris. Si que l'Amérique est en tension aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont compris. Et l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donc, dans ces années 80, ils ont délocalisé les industries pour continuer à aller chercher le profit en Asie. Pour aller utiliser la main-d'œuvre moins chère, pour aller polluer l'Asie. Ils ont délocalisé. Mais la Chine a fait le dos rond. La Chine a fourni avec la main-d'œuvre qualifiée. Mais la Chine a copié la science, copié la technologie. Mais la Chine aussi a fait cette erreur que nous ne devons pas faire, d'aller produire de façon industrielle. Pourquoi? Parce que la Chine aussi dépendait de l'alimentation occidentale, américaine, le blé et le soja. Vous savez que les Chinois sont des gros consommateurs de soja. Mais dans ce pouvoir, le rapport de force, l'Amérique a refusé de fournir le blé, de fournir le soja aux Chinois. Il y a des millions de Chinois qui sont... Parce que je sais aussi que les thèmes aussi, il y a certains thèmes. Moi, je suis sur des thèmes et l'algorithme tel que ne donne pas les vidéos, ne produit pas plus de vous. Des millions de Chinois ont... Les Chinois, t'as dit que là, on dit non. Il faudrait qu'eux aussi produisent massivement.
il faudrait qu'ils produisent aussi comme les Occidentaux, les Américains. Ils sont allés, ils ont mécanisé, ils ont détruit tel que leur modèle de production, tel que traditionnel. Vous savez que la Chine, tel a une tradition qui est millénaire en termes de production, de culture. Production de riz millénaire. Ils ont détruit, qu'eux, ils veulent faire des choses modernes. Alors qu'ils ont détruit tout ça pour aller produire à outrance le soja et le blé. Qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé que 40 millions d'hectares de désert. À l'heure où je te parle, les Chinois sont en train de replanter, reboiser ces 40 milliards d'hectares. Ces 40 millions d'hectares. On ne doit pas produire la même erreur. Il faut comprendre que nos terres agricoles ne sont pas comme les terres occidentales. Si nous, on va déboiser pour mécaniser, il ne nous faut pas 20 ans pour créer le désert du Sahara. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu déboises, j'ai expliqué, lorsque tu déboises, c'est le désert que tu crées. Le soleil tape, ça compacte. Lorsque tu utilises donc les engrais chimiques, l'engrais chimique, qu'est-ce que l'engrais chimique fait? L'engrais chimique vient stimuler la plante. Pour quelques jours, boum, ça booste la plante. Ça permet aux bactéries que tu vois d'assimiler que cet engrais chimique à la substance que pouvant nourrir la plante. Mais lorsque tu ne mets donc pas l'engrais, qu'est-ce qui se passe? Ces mêmes bactéries viennent plutôt bouffer ton humus. Et lorsque ça bouffe l'humus, qu'est-ce qui reste après? C'est le sable. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu t'habitues à aller utiliser l'engrais de synthèse, l'engrais chimique, c'est quoi le coût de l'engrais chimique aujourd'hui? Un sac d'engrais chimique aussi entre 18 000 et 40 000 francs. C'est quoi le pouvoir d'achat de nos agriculteurs? Lorsque tu vas sur des superficies de 10 hectares, 20, 50, 100, 200 hectares, et qu'on te demande de mettre 5 sacs par hectare, est-ce que tu vois un peu le coût? Et que derrière, tu n'as même pas le contrôle sur le prix. Quand on parle ici de certaines cultures, les céréales, je ne te parle pas le coût de la mécanisation, je ne te parle pas le coût du pétrole. Et que ces enjeux-là aujourd'hui, sur les problèmes aujourd'hui géopolitiques, on nous contrôle avec ça. Parce que ce n'est pas nous qui produisons ces matières premières-là. On ne produit pas ces intrants. Donc, pour un peu où on veut aussi demander notre souveraineté, il dit seulement, on ne vous donne pas les semences. On ne vous donne pas les poussins d'un jour. On ne vous donne pas les engrais. On ne vous donne pas la mécanisation. On ne vous donne pas ceci. Voilà comment on tue ton business. Voilà comment on tue ton business. Et eux, ils viennent là maintenant, comme ils ont l'habitude de faire avec la Banque mondiale, FMI, plan d'ajustement structurel, on vient donner maintenant les marchés à ces multinationales occidentales. Voilà comment ils nous dominent. Et si on fait le choix maintenant d'aller produire les céréales de façon industrielle, ils savent aussi comment nous dominer. Comment est-ce qu'ils ont tué les agriculteurs ici? Vous voyez que les terres agricoles aujourd'hui n'appartiennent pas aux particuliers. C'est les fonds de pension qui achètent. C'est les fonds d'investissement qui achètent. C'est des banques qui achètent les terres. Une banque comme le Crédit Agricole a des centaines de milliers d'hectares. Donc, lorsque tu viens d'acheter ces terres, ils ne te vendent même pas les terres, ils te louent les terres. Et on t'impose les cultures à produire. Les compagnies agro-industrielles ont des centaines de milliers d'hectares. Eux, ils font quoi? Ils te louent les terres. Et ces compagnies-là, normalement, n'ont pas habilité à acheter les terres. Mais par un tour de passe-passe, ils créent des compagnies de gestion de terres agricoles. Ces compagnies de gestion agricole te louent les terres. Mais eux, derrière, eux, ils bénéficient des subventions de l'Union européenne par rapport aux États. Toi qui as loué la terre, tu n'as pas la subvention. Et on t'impose de produire les céréales. Ils t'imposent de produire les cultures qu'eux, ils vont transformer pour pouvoir vendre. Donc, ils te disent que produis le maïs, produis le soja, produis le tournesol, produis le blé. Je vais t'acheter ça et je vais te transformer. Donc, on t'impose et ils te vendent, ils te louent la terre de façon annuelle. Alors que la terre agricole ici, normalement, c'est des baux sur le long terme. On doit te vendre la terre ou te louer la terre sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, sur 50 ans. Comme ça te laisse le choix de pouvoir produire ce que tu aimerais produire en fait.
Voilà le piège. Que les jeunes ne peuvent pas accéder aujourd'hui aux terres parce que les terres ne sont plus là. Les terres ne sont pas disponibles. Et que même quand c'est disponible, ça coûte tellement cher. Un hectare ici en France, c'est pas moins de 5 000 euros. Dis-moi, quel est le jeune qui peut avoir 5 000, qui peut comme ça dégrader, si tu veux 2 hectares, 3 hectares, 10 hectares, 20 hectares, et qu'on t'impose la somme, maudite somme pour l'hectare à 5 000, vous voyez que très peu ne peuvent aller. Et même aujourd'hui, la succession, beaucoup ne veulent pas reprendre, les enfants ne veulent pas reprendre parce que les parents sont criblés de dettes. Je t'interpelle là-dessus. D'où pourquoi aussi on se doit de réfléchir. Pourquoi j'interpelle nos dirigeants aujourd'hui, politiques, de pouvoir réfléchir là-dessus. Que l'alimentation, que l'agriculture, c'est un secteur régalien. La souveraineté alimentaire relève de l'essor de nos pays. Et que si on se veut d'aller produire, on se doit d'aller produire nos cultures du terroir, les cultures sur lesquelles nous avons le contrôle. Que si on se met à produire donc maintenant, tu vois, le maïs, le soja, le tournesol, mais c'est des cultures qui poussent chez nous. Hein. Le maïs, le soja, le tournesol, le colza, mais ça pousse très bien. Mais est-ce que tu pourrais en vivre? Est-ce que ça pourra te nourrir? Est-ce que ça pourra t'enrichir? Est-ce que tu es capable d'aller produire sur 1000 hectares de soja, sur 1000 hectares de tournesol, sur 1000 hectares de colza, sur 1000 hectares de blé? Est-ce que tu es capable de pouvoir avoir la sémence de qualité? Parce que la sémence, c'est la paternité de d'autres. Est-ce que tu es capable d'avoir le tracteur? Et même si tu as le tracteur, est-ce qu'on a l'autonomie sur le pétrole, l'autonomie sur le gaz, l'autonomie sur l'électricité, l'autonomie sur l'eau, l'autonomie sur les industries, l'autonomie, la souveraineté sur les infrastructures? C'est là où je vous interpelle à chaque fois. Que l'agriculture ne se fait pas que par slogan. Que l'agriculture, ce n'est pas sur les algorithmes YouTube. L'agriculture, ce n'est pas parce que le nombre de vues. L'agriculture, c'est la stratégie. Être riche, devenir riche, ça demande d'être stratège. On sort des émotions. On est dans le calcul. On n'est pas dans l'espérance comme le pauvre espère que les choses vont changer. On n'est pas là à regarder les autres avancer. Les riches possèdent, les riches créent. Ils créent leur propre système. Donc mes propos ici, c'est pour ceux qui veulent entreprendre. Et tu vois donc que l'entrepreneuriat, ça demande la réflexion. Ça demande la stratégie. Ça demande du courage. La vérité, c'est que plusieurs d'entre nous ne sont pas les entrepreneurs. Oui, je ne vous blâme pas. Hein. Tout le monde ne pourra pas être entrepreneur. Beaucoup sont les commerçants. Mais pour ce que je viens de te dire ici, on va importer dans la pauvreté, on va importer la pauvreté. Lorsque tu vas acheter les matières premières déjà, tu dois manufacturer. Tu vas aller importer le riz, importer le maïs, importer les soja, importer tous les denrées de première nécessité. Qui a donné le travail ailleurs, pour les raisons que je viens de t'expliquer. Ça a permis aux autres puissances de pouvoir créer la main-d'œuvre. En disant que tu viens donc t'enrichir en Afrique. Tu viens uniquement créer la pauvreté. En fait, tu importes la pauvreté. Parce que tu continues à laisser la population dans le mode de consommation. Tu ne produis rien en fait. Peut-être tu t'enrichis personnellement, mais je viens de dire que l'argent n'a plus aucune valeur aujourd'hui. Que l'argent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui est contesté, la monnaie fiduciaire est contestée. Ce qui a de la valeur, c'est ce que tu crées. C'est le produit ou le service que toi tu crées. C'est lorsque tu es en train de créer des systèmes. Lorsque tu es en train de créer des systèmes, lorsque tu vas posséder un système, lorsque tu seras imposé un système, c'est lorsque tu es là, tu crées la rareté. C'est là où tu vas gagner. L'argent n'est que la conséquence. Donc, vous voyez que nous avons des personnes qui se disent riches en Afrique. Mais lorsque tu poses la question, quel est le système que tu as en fait? Comment tu gagnes ton argent? Sois incapable de te dire comment est-ce qu'il gagne l'argent, par quel mécanisme il gagne l'argent. Ne sont que la douée des slogans.
ou à vous afficher, c'est-à-dire que les signes extérieurs, te montrer la voiture, te montrer la maison, te montrer comment je vois, ils te montrent comment ils voyagent, te montrent comment ils sont habillés. Est-ce que tu crées la richesse avec ça? Tu es plutôt en train de dépenser. La meilleure façon de créer la richesse, c'est de créer des valeurs tangibles. On se doit de venir créer des richesses réelles dans nos pays. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi l'agriculture. Et je continue à répéter que l'agriculture, c'est un secteur qui est très noble. Donc, tu vois donc que la technologie, bien qu'elle soit importante, mais la technologie est donc venue, tu vois, détruire, tu vois, la valeur des choses, détruire le coût de produit, détruire la valeur des choses. Et plus on s'en va, plus ça va s'aggraver en fait. La technologie est venue nous permettre de produire abondamment. C'est très bien, de produire rapidement, oui. Mais en même temps, ça crée la déflation. Parce que lorsqu'on produit tous abondamment la même chose, qu'est-ce qui se passe de façon mécanique ou de façon logique? Le prix baisse. Mais lorsque le prix baisse, le coût de production n'a pas baissé. Hein, parce que le coût de l'énergie ne fait que monter tout le temps. Le coût du gaz, ça ne fait que monter. Le coût du pétrole, ça ne fait que monter. Le coût de la main-d'œuvre, on ne fait que demander de payer de plus en plus les gens correctement. C'est pour ça qu'on a des industries qui ferment, en fait. C'est pour ça qu'on a des entreprises qui ferment. Parce que le coût de production, le coût de la main-d'œuvre, le coût, c'est-à-dire que les normes qui sont là, ça vient impacter, c'est-à-dire que sur le coût de production, et derrière le prix de revient, le prix de vente est moindre. Et on ferme. Donc, je ne te parle même pas de l'IA. L'IA encore maintenant, avec l'avenue de l'IA, ça va être catastrophique. C'est pour ça qu'elle m'a dit que bientôt, d'ici 2030, les personnes ne vont plus travailler. Tous ces métiers intellectuels-là, ça va disparaître. C'est les robots qui vont commencer à travailler. Et quand les robots vont travailler, donc, les robots humanoïdes qui vont même peut-être réfléchir plus que l'être humain, tu imagines à quelle vitesse on est en train de créer les choses? Si un iPhone, il fallait 6 mois pour produire un iPhone, d'ici 2030 ou d'ici 2040, l'iPhone va se produire en même pas un jour. Quand je dis même un jour, je suis gentil. Parce que c'est ça les robots. Les robots ne demandent pas les vacances. Les robots ne sont pas fatigués. Les robots ne prennent pas de congés. Les robots ne demandent pas de salaire. Les robots ne demandent pas de repos. Mais tu vois là où on s'est toujours bloqué. On s'est bloqué sur le problème de l'énergie. Parce que la guerre aujourd'hui, c'est sur le plan énergétique. Qui va contrôler l'énergie? Qui va contrôler la technologie? Va contrôler le monde. Parce que c'est l'énergie aujourd'hui. Que ce soit dans nos ménages, que ce soit dans les entreprises, beaucoup d'entreprises ferment parce qu'elles n'arrivent pas à payer les factures sur le plan énergétique. Donc c'est pour ça qu'on se doit de réfléchir. Moi, lorsque je suis allé entreprendre, j'ai pensé à tout ça. Lorsque je suis allé faire le palmier à huile, le Njansan, le Bitacola, la cola kuminata, le Mpebe, les rondelles, lorsque tu as fait ton macabo, ton maïs, donc commence à penser maintenant à échelle réduction. On ne gagne pas de l'argent parce qu'on est sur des grosses superficies. On gagne de l'argent par rapport au choix de la culture, au rendement de la culture de l'État, à la rentabilité de la culture de l'État, par rapport à la zone agroécologique et à la demande du marché. Et il se trouve que chez nous en Afrique, on a énormément de cultures qui produisent à l'hectare. Les patates, la patate douce, le macabo, le taro, l'igname, le manioc, les pommes de terre, la banane plantain, la banane douce, le sorgho, le mil, les arachides, le fonou, le niébé. Énormément de cultures. En termes d'arbres fruitiers, énormément d'arbres fruitiers.
En termes d'aromates, énormément d'aromates. Et que si tu veux même gagner de l'argent, je te dis que ce n'est pas la superficie. Un hectare seul. Puisque vous aimez entendre les chiffres, vous aimez entendre millionnaire, milliardaire, mais on ne devient pas millionnaire sans stratégie. Et c'est ce que je partage sur la stratégie avec vous. Un hectare de poivrier, c'est plus rentable que 100 hectares de céréales. Est-ce que tu le savais? Tu te demandes, tu vas aller faire le maïs parce que tu veux paraître. Ah non, on demande, non, je veux une culture qui entre rapidement en production, qui est facile. Mais qui t'a dit que c'est facile? Qui t'a dit qu'aller produire du maïs, c'est facile? Est-ce que tu connais les enjeux qui sont derrière? Voilà comment tu vas prendre. J'ai des personnes comme ça qui m'ont interpellé, ont pris 30 millions, 40 millions, ont tout perdu. Des personnes qui sont allées créer des fermes d'élevage, qui ont dépensé les 100 millions, qui ont tout perdu. Parce que ne comprennent pas ces enjeux. Le rôle d'un entrepreneur, le rôle d'un businessman, c'est de réduire son coût de production. Ton leitmotiv doit être sur ton coût de production. Tu dois produire, ton coût de production doit être moindre afin que tu puisses faire des bénéfices. C'est le B à bas du commerce. Tu vas acheter moins cher pour pouvoir avoir la marge. C'est le B à bas. Mais c'est le contraire qu'on voit chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique, on a des promoteurs qui sont contents de venir dire « J'ai installé ma ferme à plus d'1 milliard. Voilà ma ferme, je suis en train de mettre les bâtiments, c'est plus de 10 milliards. » Et la personne se pose la question comme si tu dépenses 10 milliards, ta ferme là, la rentabilité, c'est ça comment? Après combien de jours, après combien de mois, après combien d'années, tu vas entrer sur tes fonds, tu vas bénéficier tes 10 milliards. Est-ce que tu as le contrôle sur l'ensemble des chaînes de valeur? Est-ce que l'élevage que tu vas faire là, c'est toi qui contrôle, c'est-à-dire que la production, c'est-à-dire que je veux dire, animal? Est-ce que l'alimentation, c'est-à-dire que tu es au contrôle de l'alimentation? Mais on a des gens comme ça qui ne sont au contrôle de rien. Il va déposer un bâtiment, c'est-à-dire que 1 milliard, et il ne contrôle pas l'alimentation. Il ne contrôle pas la provenance des animaux. Quand je dis ici, ça peut être des poussins, ça peut être les porcs, ça peut être tout ce qui est hybride. Là. Ils ne contrôlent pas les vaccins. Ils ne sont pas au contrôle de tout ce qui est vitamines. Ils ne contrôlent pas l'alimentation. On n'a même pas, on n'est pas autonome sur le plan énergétique. Les marchés ne sont même pas structurés. Ils vont faire ça au bout de 6 mois. Bam. Parce que, imagine, voilà ce que les agriculteurs occidentaux sont en train de vivre. Voilà un virus qui a frappé. Le virus s'appelle le virus de la dermatose. La dermatose, c'est un fait qui est là. Avec tous ces changements climatiques, ça crée des maladies. La dermatose. Et on demande d'abattre tous les cheptels, tout. Sans exception. Dès qu'il y a un cas quelque part, on détruit tout. Et toi, tu allais poser un bâtiment à 1 milliard. Ton pays ne te subventionne pas. Tu as mis les 1 milliard, ton pays ne t'a pas aidé. Ton pays s'en fout. Les banques ne t'accompagnent même pas. Qui va m'assurer ça? On vient dire, il faut abattre tout. Tu fais comment, mon frère? On a connu des cas de grippe aviaire. Quand tu as grippe aviaire, tu as mis un bâtiment ou des bâtiments avec des capacités de plus de 100 000 poules, avec un investissement sur plus d'1 milliard. Grippe aviaire, on demande de tout abattre. Mon frère, tu as le cardio de ça. Comment tu fais pour te relever de ça? On a des personnes comme ça qui ont disparu. Disparu. Ne leur parle même pas de ça. Donc, si toi, tu vas aller entreprendre et que tu regardes seulement les algorithmes YouTube, tu vois seulement les vidéos que sur YouTube, pose la question à ces gens-là. Depuis combien de temps ils sont sur le terrain? Quelqu'un qui fait l'élevage, ça fait combien d'années qu'il fait l'élevage? Comment la personne calcule sa rentabilité? La personne qui est dans l'agriculture qui te parle d'aller faire une agriculture industrielle moderne, mécanisée, ça fait combien d'années que cette personne est dans l'agriculture moderne, mécanisée? Quel est l'argent que cette personne gagne? Mais on voit des personnes qui sont là, qui viennent faire leur petit commerce, qui veulent vous vendre des produits. Je vous ai dit, n'oubliez pas, les agriculteurs européens se sont fait arnaquer de la même façon par les conseillers techniques. On est venu leur vendre les produits phytosanitaires. Ces personnes-là étaient plutôt des VRP, des commerciaux pour
pour ces entreprises qui vendent les produits, les semences, qui vendent la mécanisation, qui vendent les produits phytosanitaires. Donc, c'est comme ça qu'ils sont venus duper, c'est-à-dire que les agriculteurs. Un agriculteur n'est pas dans le bon sens, que c'est son conseiller technique depuis quelques années. Le conseiller technique ne peut pas que le tromper. Voilà comment, que de façon naïve, on a emballé les agriculteurs occidentaux dans un système de production intensif, mécanisé sur la chimie, sur la monoculture. Ce qui est encore grâce à la monoculture. Lorsque tu viens produire uniquement le blé, uniquement le soja, uniquement le tournesol, uniquement le blond, pourquoi ça a été fait ainsi? Uniquement pour avantager la mécanisation. Parce qu'avec une seule culture, on peut te concevoir un tracteur qui puisse récolter uniquement le blé, uniquement le blond. Viens leur demander que de venir récolter que dans notre système de diversification, d'association de cultures. Parce que nous, on a tout produit avec les arbres et les cultures. Dans ton champ, tu as tes arbres fruitiers, tu as le macabo, tu as le taro, tu as l'igname, tu as le manioc, tu as du piment à côté, tu as les graines de courge que tu peux faire aussi en même temps. Viens demander donc à cet agriculteur moderne de venir avec son tracteur récolter uniquement le macabo dans cette association. C'est impossible, n'est-ce pas? En tout cas, pour toute personne qui a la logique un peu, hein, c'est impossible. Voilà pourquoi il veut nous cantonner dans la monoculture. Mais la nature, telle qu'elle n'a jamais fonctionné, telle qu'en singleton. Lorsque tu vois dans la nature, c'est de la biodiversité en fait. C'est la biodiversité qui fait telle que la nature. Tu as des arbres, tu as des liens rampants, tu as des arbustes, tu as des légumineuses, tu as des insectes, tu as des moucherons, tu as des abeilles, tu as des escarabées, tu as des scoramboles. C'est la biodiversité. Et toi-même, tu en fais partie de cette biodiversité. Donc, notre rôle sur Terre, on se doit de préserver la biodiversité. Mais la vérité, c'est que depuis qu'on utilise, qu'on produit de façon chimique, de façon industrielle, on constate la dégradation de la biodiversité. Je parle des insectes, des oiseaux, des animaux, des poissons, jusqu'aux êtres humains. Ça nous affecte tous. Nous sommes en train de disparaître. Toutes les races sont en train de disparaître. Dû à l'industrialisation. D'où pourquoi, là, on réfléchit encore, on se dit, il faudrait qu'on revoie notre façon de produire, notre façon de consommer, notre façon. C'est ça. Les mêmes sont en train de dire, non, revoyons votre façon. On vous dit maintenant que ne possédez plus rien. Les mêmes sont encore en train de réfléchir que bientôt, on ne va même plus que faire l'élevage conventionnel. On nous parle maintenant que de l'élevage moléculaire. Qu'on va aller prélever que sur on va aller prélever que c'est sur une vache, que tu vois, c'est la molécule. Et on commence à te faire des steaks. Dans le laboratoire. Ce n'est pas une fiction, c'est déjà là. Le problème encore maintenant, ils sont coincés sur le plan énergétique parce que tout ça, ça consomme de l'énergie. Même ils font des légumes aujourd'hui aussi en laboratoire. Et c'est ceux qui sont en train de concevoir, quels sont ceux qui conçoivent ça? C'est encore ces ultra riches. Et on viendra que comme ça, ils font des séminaires, ils payent des chercheurs, ils payent que des professeurs, ils payent que ceux qui ont que le pouvoir, que ils passent dans les chaînes de télévision, ce sont eux qui détiennent même les chaînes de télévision, les chaînes de radio. Ils sont dans la communication. Ils ont leur lobbying. Ils vont influencer les dirigeants politiques. Enfin que les dirigeants politiques. Mais j'ai dit, la richesse, c'est ça en fait. Moi, je te dis, est-ce que je me plains? Je sais comment ça fonctionne. Je suis à plus de 450 conventions d'entreprise. Ils préservent leur précaré. Parce qu'il faut comprendre que pour qu'une recherche comme ça voie le jour, pour qu'un produit voie le jour, c'est pas moins de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Sur le plan de la recherche, sur le plan du développement et de la recherche, c'est des centaines de milliards dépensés. C'est normal aussi qu'ils cherchent à rentrer dans leurs frères. Donc, quand ils ont dépensé des centaines de milliards, ils préservent leur précaré.
On sait que ce sont eux qui placent les dirigeants politiques en place, qui détiennent l'économie, détiennent le pouvoir, qui a de l'argent a le pouvoir. Comme ça qu'ils influencent les lois, ils influencent les chercheurs qui vont faire la recherche en leur faveur. Même quand on te dit ici que ces produits sont nocifs tels que pour l'environnement, pour la biodiversité, pour le sol, pour l'eau, pour nous-mêmes consommateurs, tu penses que ce que tu manges comme produit industriel, c'est des produits de qualité? Ce n'est pas des produits de qualité. Et là où il y a de l'argent, donc normalement ici, c'est sur les produits du terroir. La France, qui était que le bassin agricole européen, si la France est renommée internationale, mondiale, dans le secteur agricole, ce n'est pas parce qu'elle produit de façon industrielle, c'est sur ses produits du terroir. Le fromage de qualité, c'est des fromages labellisés. AOC, appellation d'origine contrôlée, IGP, indication géographique protégée, AOP, appellation d'origine protégée. Secteur élevage, tu as des labels, label rouge, label fermier, pour élever en plein air. C'est le terroir. Ils ont le cahier des charges. Ces poules-là ne mangent pas n'importe quoi. Ils ont tel que sur le plan du jambon, sur le plan tel que viticole. Si la France est renommée tel que mondiale, sur le plan viticole, vous avez les vins de Bordeaux, les vins d'Alsace, les vins de Bourgogne, les vins de la Côte-de-Rhône. C'est le terroir. Et ce terroir-là, c'est-à-dire que c'est le savoir-faire et le savoir-faire fait des hommes qui vendent depuis que des décennies. Et là-dessus, il n'y a pas de mécanisation. C'est la main, c'est la rareté. On ne fait pas la masse. Parce que quand tu vas vers la masse, je te dis que la technologie est venue aujourd'hui créer la déflation, détruire les prix et faire chuter beaucoup de concurrents. Mais si tu veux gagner de l'argent aujourd'hui, tu dois aller vers la rareté. Produis le poivre, produis le ndiansang, produis le bitacola, produis la cola communata, produis tel que le safouti, produis les pommes de terre, produis le manioc, produis la cola. Continue à avoir le contrôle sur la main. Toi, même en tant que ça, si tu ne veux pas disparaître aujourd'hui, sois manuel. Parce que l'intelligence artificielle va venir effacer encore des millions de personnes. Oui, le système nous a dit, va à l'école, obtiens des beaux diplômes, aie un travail, sois appliqué dans ton travail, sois loyal, sois volontaire, bosse comme ça pendant 40 ans. À la retraite, tu seras heureux. C'est ce que nous sommes en train de vivre. On vient nous faire comprendre maintenant qu'il n'y a même pas de boulot, que la retraite, ce n'est même pas garanti, ce n'est même pas assuré. La vie est tellement chère. Tu travailles aujourd'hui, mais tu es toujours pauvre. Tu n'arrives pas à jouer les deux bouts. On a des travailleurs ou des salariés pauvres qui n'arrivent même pas à se loger. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'inflation partout. Crise immobilière. Les jeunes qui n'arrivent même pas à trouver de logement. Ceux qui ont le logement, qui n'arrivent même pas à vendre parce que le pouvoir d'achat ne suit pas. Tu avais acheté un bien en disant que c'est un investissement sur le long terme, que tu auras la plus-value. Mais on découvre que même l'immobilier aussi, c'est une bulle. Depuis 1929, la bulle immobilière. Dans les années 80, la bulle du pétrole. On nous a tout dit encore, cette fois-ci, c'est différent. Avec Internet, en 2000, bulle Internet. Les gens ont perdu comme ça énormément d'argent. Et tout ce que je cite là, ça a des impacts sur l'économie. 2008, bulle immobilière encore, crise des subprimes. Tu veux que j'aille encore où? La crise sanitaire aussi qui est arrivée. Ça a encore fait son chemin. Et là, maintenant, nous sommes encore en pleine inflation, en pleine récession. On nous parle encore que cette fois-ci, c'est différent. Avec la venue de l'IA, voilà la grosse bulle Nvidia. Les gens vont encore aller s'amasser. Voilà comment, à chaque fois où il y a bulle,
les pays se sont endettés. J'ai dit en amont que les pays sont hyper endettés aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois, il y a bulle, il y a cette crise économique, il y a récession. Les États sont obligés d'aller s'endetter pour pouvoir combler ces crises-là, pour pouvoir éviter qu'il y ait faillite, pour pouvoir éviter les crises sociales, pour pouvoir calmer les ardeurs. À chaque fois qu'il y a une crise énergétique, comme là maintenant, l'État va encore s'endetter. Pourquoi l'État s'endette? L'État s'endette parce que l'État ne produit plus rien. Et parce que c'est comme ça que le système économique fonctionne là maintenant. Les États sont obligés de s'endetter pour venir faire fonctionner donc la cité. Parce que ceux qui produisent aujourd'hui, ceux qui créent de la valeur, ce sont les capitaux privés. La valeur aujourd'hui est détenue sur les marchés. La vérité, c'est que tout est spéculatif aujourd'hui. Les matières premières agricoles sont spéculatives. Le blé, le soja, le colza, le blanc, tout est spéculatif. Le cacao, le café, tout est spéculatif. Donc, ceux qui fixent les prix, ce sont les traders. Ce qui est aberrant, n'est-ce pas? Alors que ce sont les producteurs qui doivent fixer le prix. Eux, ils sont sur les tours, dans les bureaux feutrés. Ce sont eux qui fixent les prix. Il suffit aussi que Dame Météo ou que Dame Nature fasse aussi jouer ses caprices. Tu vois, il y a chamboulement. Parce qu'il suffit qu'il y ait une inondation, qu'il y ait de la sécheresse, et il n'y a pas de production. Voilà comment les prix flambent. Il suffit aussi d'une crise, comme il y a maintenant les tensions géopolitiques. Tension sur le pétrole, tension sur l'énergie. Voilà comment ça cristallise les choses. Et on se retrouve avec les sociétés qui ferment, crise sociale, crise machin, crise sur l'immobilier, crise sur l'alimentation, crise sur l'énergie, crise. Tu vois, c'est des choses qui sont interliées. Tu te dois de comprendre ça. Alors si tu ne comprends pas ça avant d'aller entreprendre, avant d'aller investir, ben, tu seras broyé dans ce rouleau compresseur qui est le capitalisme et qui est le libéralisme économique. Alors moi, la question à nous poser, nous, dans nos pays en Afrique, où rien n'est structuré, rien n'est organisé, nous n'avons pas le contrôle sur rien. Nous n'avons pas encore de stabilité politique. Nous n'avons pas une justice qui joue en notre faveur. Nous n'avons pas des institutions fortes. Nous ne savons pas nous défendre sur le plan militaire. Nous n'avons pas une technologie forte. Nous n'avons pas la science forte. Nous n'avons pas une éducation de qualité. Nous n'avons pas les infrastructures routières. Nous n'avons pas la souveraineté énergétique. Nous n'avons pas la souveraineté. On ne peut pas se lever fort lorsque vous voyez les tensions géopolitiques. Vous pensez qu'est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un modèle, de copier ce modèle-là? Il ne faudrait pas qu'on pense aussi par nous-mêmes. Que notre environnement n'est pas le même que la leur. Que nos sols ne sont pas les mêmes. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de penser notre agriculture, de penser notre façon de produire, de penser même notre façon de consommer? Si on va que se calquer à ce modèle-là, que maintenant c'est le blé qu'on va manger alors qu'on ne produit pas le blé, on ne voit pas que c'est une aberration. Et même si on fait l'erreur de dire maintenant qu'on peut produire le blé, vous pensez qu'on peut venir compétir face à ces mastodontes? Vous ne voyez pas les tensions qui sont là? Vous ne voyez pas les tensions qui sont là? Tensions géopolitiques sur le plan économique. Quand l'Amérique a dit qu'elle augmente les taxes face aux Chinois, les Chinois ont fait quoi? Les Chinois ont dit qu'ils ne prennent pas le blé américain. Ils ne prennent pas le soja américain. Ils ne prennent pas le soja américain. Est-ce que tu connais la lecture de l'heure? Les Chinois, c'est combien de la population? C'est 1,4 milliard. L'Américain, le producteur américain, lorsqu'il produit son soja, il sait que son soja est destiné au marché chinois. Lorsque le dirigeant politique va créer des tensions qui font en sorte que la Chine ne prenne plus, que refuse de prendre
la production des producteurs américains. Tu sais ce que ça crée? Voilà où nous en sommes. Tu vas les produire comme ça, t'es qu'à hauteur de, on ne prend pas, et c'est des denrées périssables. Lorsqu'il y a problème de tension géopolitique sur l'énergie, si on dit qu'il n'y a pas le pétrole, qu'il n'y a plus de gaz, c'est l'agriculture qui s'arrête. C'est le transport qui s'arrête. Comment est-ce qu'on va faire pour acheminer les vivres? C'est les bateaux qui ne vont plus fonctionner. Comment est-ce qu'on va faire pour acheminer les vivres? C'est très profond ce que je dis là. C'est très profond ce que je dis. Mais la vérité aussi, je sais que nous sommes une population très distraite. 1h30. Qui aura le courage de rester pendant 1h30? Beaucoup sont capturés aujourd'hui par la distraction, par le Congo-ça, par les vidéos de clash. Beaucoup sont intéressés par la vie des autres. Tu comprends que lorsque tu vas aller entreprendre, tu te dois d'être focus. Focus sur ce que tu veux faire. Tout ce qui vient après là, c'est la distraction. Gagner les millions, comment gagner les millions, c'est la distraction. On vient t'afficher les voitures, c'est la distraction. On vient te montrer comment on va en première classe, c'est la distraction. Aller acheter la voiture pour impressionner, c'est la distraction. Attendre la validation des autres, c'est la distraction. Prends le temps pour étudier, prends le temps pour comprendre, prends le temps pour te développer. Et notre problème en Afrique, c'est la mentalité. Pendant que je parle là, certains m'ont dit à juger. Ah, c'est un Camerounais. Il est Camerounais d'où? Il est d'où? Comment ça, le tribalisme? Oh non, c'est un Camerounais. Ah, je ne vais pas l'écouter. Je vais plutôt aller écouter un Ivoirien. Je vais plutôt aller écouter un Tchadien. Je vais plutôt aller écouter. Voilà comment on paye dans la médiocrité. Entre youtubeurs ici, vous les voyez, ils vont se faire, c'est-à-dire que des clans, pour partager la médiocrité. Depuis 5 ans, je dis ça. Et les mêmes se produisent, hein, les mêmes se disent agriculteurs, les mêmes se disent entrepreneurs. Et tu comprends que beaucoup ne sont qu'omnubilés par l'argent. Beaucoup ne sont que dans ce fantasme-là de l'Occident, mais ne comprennent pas les enjeux. Mais je sais une chose, le temps, c'est le seul maître. Les mêmes sont dans la lecture de l'heure aujourd'hui. Non, l'agriculture, c'est trop dur. Oh non, l'agriculture, c'est pas facile. Non, on a abandonné. Non. C'est la stratégie couplée de courage. Le développement, c'est-à-dire que ça se discute. On ne peut pas dire que calquer que notre modèle de développement au modèle de développement occidental. Non. Ce n'est pas parce qu'eux, ils sont sur des classes, sur les buildings, que vous allez commencer à complexer que non. Eux, ils sont développés, vous êtes en arrière. Non. Est-ce que tu connais les conséquences de ça? Les conséquences de ça, c'est vent violent, les ouragans à 200 km/h, c'est les inondations, c'est les départs de feu, c'est les sécheresses à outrance, c'est les tremblements de terre. Mais voilà la vérité. Ce sont ces inégalités qu'on vient accaparer des terres aux personnes pour venir leur revendre ça à des prix. Qu'on crée des travailleurs pauvres, qu'on crée des personnes qui ne possèdent plus rien. Et comprends aussi une chose que le progrès, c'est-à-dire que le développement dépend de quel prisme tu regardes les choses. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Occident, où on se dit progrès, d'ici 50 ans ou 100 ans, pour nos enfants qui viendront, ou pour les générations qui viendront, où ils vont dire que nous étions en arrière, que nous étions des arriérés. Voilà l'IA qui arrive. L'IA est en train de nous ramener, de nous remettre en question. Toi qui es en train de dire que non, tu es allé faire des études d'astronomie, tu es allé faire des études de comptabilité, tu es allé faire des études d'avocat, tu es allé faire des études d'ingénierie, tu es allé faire des études de professeur agrégé en ceci.
l'IA est en train de venir remettre tout ça en question. Donc tu comprends que le progrès, ça dépend de quel angle tu vois ça. Toi, tu penses que le pygmée qui est chez nous en Afrique, il est un complexe par rapport à nous autres qui pensons, qui disons que nous sommes dans le progrès. Il est dans son environnement qui est la forêt. Il a ses us et coutumes. Il est bien, il s'épanouit. Jusqu'au jour où il va sortir de la forêt, il va aller à l'extérieur, on va commencer à lui donner une autre doctrine. Que non, il est en arrière, mais il est tranquille dans son environnement. Ne viens pas lui dire que non, comme à New York, il est gratte-ciel, en Chine, il est gratte-ciel. Non, nous sommes en arrière. Pour moi, c'est la bêtise. Hein. C'est encore le raisonnement. C'est encore le raisonnement. Est-ce que ces gratte-ciels-là sont adaptés à notre environnement? Si on vient mettre les gratte-ciels en Afrique, est-ce que c'est adapté à notre environnement? C'est des questions qui se posent. Hein. Et il ne faut pas avoir de complexe là-dessus. On doit se poser des questions. Hein. Oui, la science, la technologie, c'est bien. Mais est-ce que tu dis que c'est... On ne peut pas se questionner comme... Ça a créé le progrès, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pourtant qu'il n'y a pas aussi des effets négatifs là derrière? C'est question dessus. Est-ce que parce que tu utilises la technologie, la science, que forcément tu vas être riche? Ça crée le progrès, hein, mais ça ne rend pas forcément riche. Internet est arrivé, beaucoup d'entreprises qui sont tombées sur Internet, ils ont poussé les gens à investir. Mais vous savez le nombre de personnes qui se sont ruinées par rapport à Internet, le nombre d'entreprises qui ont fermé. C'est de ça qu'il s'agit. L'automobile est arrivé. Vous pensez que c'est les pionniers, ceux qui ont créé l'automobile en premier, qui sont enrichis? Non. C'est ceux qui sont venus que derrière, copier. Tesla, t'as dit que Tesla, ce n'est pas Elon Musk qui a créé Tesla. Tesla était déjà là bien avant. Donc il faut comprendre que le progrès ou la technologie, oui, ça crée le progrès, mais ça ne rime pas avec la richesse. Donc voilà ce que les agriculteurs occidentaux sont en train de vivre. Ils sont, c'est-à-dire que là, bourrés de technologie. Ils fonctionnent grâce à la technologie, mais ils ne sont pas riches. Ceux qui sont riches, ce sont des personnes qui créent cette valeur-là. Et eux, on les fait utiliser ces outils, mais qui les appauvrissent en fait. La vérité, c'est qu'un agriculteur, est-ce qu'il a besoin de tout ça, de s'embarquer avec autant de fintech? Mais si s'embarque avec autant de fintech, mais il faudrait justement que cet outil, que ce qui crée le nourrisse à la juste valeur. Voilà le débat qui est ouvert. J'attends ton avis dans les commentaires. Dis-moi ce que tu penses de tout ça. Est-ce qu'on se doit d'aller copier tel que bêtement ce modèle-là? Parce que, comme on dit, ce qui a fait le café, tel que va faire le cacao. Je suis de tout cœur avec les producteurs tels qu'occidentaux, hein, les agriculteurs et les éleveurs. Tu vois, si je fais cette thématique, c'est parce que je partage tel que la douleur, je partage des souffrances. Et je n'arrête pas de vous interpeller par rapport à cela. Depuis 5 ans, je vous interpelle sur la souffrance, sur les difficultés que vivent les éleveurs, les occidentaux et les agriculteurs occidentaux. Bon, maintenant, vous-même, vous êtes en train de voir ça en plein jour. Est-ce que ça ne doit pas nous pousser aussi à de la réflexion? À comment est-ce qu'on se doit de produire? À quelle est la terre qu'on veut laisser aussi à nos enfants? Est-ce que si on commence à être frappé par les catastrophes, je vous ai dit que la nature aussi, c'est la nature aussi qui vient frapper, qui vient créer la pauvreté, les inondations, les vents violents, les sécheresses, les départs de feu, les ouragans. Si ça commence à nous frapper, est-ce qu'on saura nous relever de ça? Est-ce qu'il ne serait pas sage de voir, que voilà, eux, ils ont déjà une avance sur plus de 100 ans, de voir les erreurs qu'ils ont commises, de rectifier ces erreurs-là et d'adapter notre modèle à notre façon, à notre environnement, à notre sociologie.
afin qu'on puisse continuer à préserver nos terres. Parce que je vous ai dit que nos terres agricoles ne sont pas similaires aux terres occidentales. Donc, on a coutume à dire que nous avons les terres arabes, nous avons les terres de fertiles. Nous avons les terres fertiles parce que jusqu'à maintenant, on ne les agresse pas. Ou nos ancêtres ne les ont pas agressés. Donc, si on vient maintenant déforester, agressé par les outillages lourds, compacter, laisser que le soleil tape, avoir des pertes de matière organique par voie éolienne parce que le vent va souffler, avoir de l'érosion, de pertes organiques, ben, c'est le désert qu'on va créer. Parce que le désert du Sahara qui est là, attention, hein, le désert du Sahara, ça n'a pas toujours été ça. C'était des forêts luxuriantes. Hein. C'est l'utilisation humaine qui a fait en sorte qu'on ait ce désert. Alors imaginez donc maintenant, si l'Afrique n'est que constituée de désert, on deviendra quoi? On est déjà en train de quitter l'Occident, de quitter l'Afrique pour venir en Occident, en se disant qu'on vient chercher le Dorado. Donc si on crée maintenant le désert, dû à nos pratiques, parce qu'il y a aussi des personnes qui quittent des régions, les villages, par rapport au changement climatique, la chaleur, l'Afrique, ça chauffe déjà, ça chauffe. On va se déporter où? Ici en Occident. Ils sont en Occident en train de dire qu'ils ne nous veulent pas. Que leur problème, c'est l'immigration. Vous êtes en train de voir comment partout dans le monde, c'est les partis d'extrême, c'est les replis identitaires. Mais si on ne pense pas à tout ça, dans quel monde on sera? Dans quel monde? Et comment est-ce qu'on va se voir entre humains? Ça se passe tout ça. Donc je vous laisse avec ces questions-là. J'attends aussi d'être vos avis dans les commentaires et le courage de commenter. Parce que ce n'est que comme ça qu'on peut faire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir penser le monde, pour pouvoir penser nos pays, pour pouvoir penser le continent. C'est dans la réflexion. C'est dans la réflexion. Et même être riche, il faut commencer à penser. Voilà comment je vais terminer cette vidéo. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Si je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!